Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mercredi. Le Maroc abrite la 8e conférence islamique des ministres de l'Environnement. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message aux participants dont lecture a été donnée par le ministre de la Culture et de la Communication. L'annonce a été faite dans un communiqué relayé hier soir. Le bureau politique du PPS a décidé de quitter la coalition gouvernementale pour entériner ou rejeter cette décision. Le comité central, le Parlement du PPS, a été appelé à se réunir ce vendredi au siège du parti. Et découvrir les différents métiers de la police, assister à des démonstrations en direct. La 3e édition des Journées portes ouvertes de la Direction générale de la Sûreté nationale a débuté ce mercredi à Tanger. Grand adepte du surréalisme et de l'hyperréalisme dans les années 70, Hamid Douïb présente une exposition rétrospective qui retrace son œuvre des années 80 à nos jours. Des toiles qui donnent à voir plus qu'elles ne montrent. C'est à découvrir à la fin de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Repenser les modèles afin de construire les bases d'un avenir plus durable, plus positif et plus juste. Aujourd'hui et partout dans le monde, les sociétés font face à ce défi de taille. Le Maroc abrite la 8e conférence islamique des ministres de l'Environnement qui se tient sous le thème « Rôle des facteurs culturels et religieux dans la protection de l'environnement et le développement durable ». Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message aux participants dont lecture a été donnée par le ministre de la Culture et de la Communication. C'est un reportage de Maryam Amlalem, Mustafa Saïdouni, le récit est de Mehdi Soufiane. Relever les défis climatiques, c'est l'objectif de la réunion des ministres de l'Environnement du monde islamique. Dans un message adressé aux participants, Sa Majesté le roi Mohamed VI souligne que l'environnement et le développement durable constituent un défi majeur que le monde doit relever. Le souverain met en garde contre les risques qui guettent la planète et particulièrement les pays les plus fragiles. Le message royal appelle l'ensemble des intervenants, ministères, secteur privé, société civile, à agir pour la protection de l'environnement. Sa Majesté le roi a rappelé les engagements du Maroc, notamment les stratégies nationales pour le développement durable et les énergies renouvelables, et a appelé à une coopération islamique commune dans ce domaine. Dans son message, Sa Majesté le roi rappelle que de nombreuses études et recherches internationales font état d'un épuisement sans précédent des ressources naturelles, d'une augmentation drastique de la pollution et d'une perturbation profonde de l'équilibre écologique à l'échelle mondiale, notant que les questions urgentes liées à l'environnement ont des répercussions négatives qui résistent à toutes les frontières politiques ou géographiques. Le message royal a rappelé les valeurs et les principes de l'action visant à protéger l'environnement et a rappelé également les stratégies lancées au Maroc dans ce domaine. À l'occasion de l'ouverture de la 8e conférence islamique des ministres de l'Environnement, des prix ont été remis pour récompenser des actions et des recherches écologiques. Nous avons réalisé des recherches relatives à la préservation des ressources halieutiques. Nous avons mené de nombreuses études dans ce domaine. Nous avons réalisé une étude sur les conséquences des inondations, une étude qui peut servir à de nombreux pays faisant face au même phénomène climatique. Lors de cette rencontre de 2 jours, plusieurs thèmes seront abordés lors des débats, notamment les risques de catastrophes naturelles et le rôle des jeunes et de la société civile dans la protection de l'environnement. Débattre des différents aspects de la problématique de l'eau à l'échelle locale, régionale et mondiale. Plus de 500 experts dans le domaine sont réunis à Marrakech pour le sommet international sur la sécurité hydrique. Selon l'ONU, plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont toujours privées de ce droit fondamental. 7 pays font actuellement face à un risque extrêmement élevé de manque d'eau, notamment le Qatar et le Liban. Les développements dans ce reportage de Izza Sharqi et Mohamed Chihima. Développer des mécanismes pour une gestion efficiente des eaux à l'échelle des bassins, tel est l'objectif de ce congrès qui a réuni environ 500 experts nationaux et internationaux dans le domaine de l'eau. L'occasion d'apporter des solutions à la situation de stress hydrique que connaissent certaines régions, notamment en Afrique. Le grand souci au Mali, aujourd'hui, c'est en plus des bassins, des différents bassins du fleuve Sénégal, le fleuve Niger,
nous avons quand même des difficultés en ce qui concerne l'eau potable. Le Maroc fait lui aussi partie des pays présentant un risque élevé de manque d'eau et occupe le 22e rang selon le classement mondial de l'Institut international de recherche en eau. Conscient de l'urgence de la question, le pays a développé le plan national de l'eau qui met l'accent sur une meilleure gestion des bassins hydrauliques. Ces plans directeurs qui sont réalisés par par toutes les agences de bassin, ils vont donner le plan national de l'eau qui est pratiquement une feuille de route pour le Maroc en matière de mobilisation, de protection, les dispositions qu'il faut prendre pour que l'eau ne soit pas un frein de développement jusqu'à l'horizon 2050. Selon les Nations Unies, les 2/3 de la population mondiale vivront en situation de stress hydrique à l'horizon 2025. Le continent africain est particulièrement concerné. L'annonce a été faite dans un communiqué relayé hier soir. Le bureau politique du PPS a décidé de quitter la coalition gouvernementale pour entériner ou rejeter cette décision. Le comité central, le Parlement du PPS, a été appelé à se réunir ce vendredi au siège du parti. Le point avec Mehdi Soufiane, le reportage est signé Abdelhafed Mnouar et Youssef Lotfi. Le Parti du Livre annonce son retrait du gouvernement. La décision a été adoptée à l'unanimité des membres du bureau politique. Le Parti du Progrès et du Socialisme dénonce un climat de mésentente entre les composantes de la coalition gouvernementale. Nous avons appelé à un nouveau souffle démocratique à travers tous les communiqués précédents du bureau politique et du comité central. C'était également le thème de notre 10e congrès en 2018. Nous avons multiplié les appels. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Nous avons remarqué que le gouvernement, à travers les composants de la majorité, a vécu des querelles internes et des surenchères. Pour les observateurs de la vie partisane et politique, la décision du PPS n'est pas surprenante. Ce retrait intervient également au moment où les pourparlers se poursuivent entre les membres de la coalition gouvernementale en vue d'un remaniement ministériel. Ce retrait n'est pas une surprise. Plusieurs déclarations et communiqués laissaient présager la décision annoncée hier. Je pense que cette décision exprime une certaine insatisfaction ressentie par le parti au sein de la coalition. Le PPS est dans une situation inconfortable dans la coalition gouvernementale et cela se ressent au niveau des relations plutôt tendues entre le secrétaire général du PPS et les autres leaders des partis de la majorité. Deuxièmement, le PPS estime avoir été relégué au second plan par le secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement, Saad Din Othmani. Le PPS n'était plus un allié stratégique du PJD. La décision du Parti du Progrès et du Socialisme de se retirer du gouvernement sera soumise pour approbation au comité central du parti qui se réunit ce vendredi. Au sein du gouvernement, le PPS dirige depuis 2017 les départements de la santé et de l'habitat. Découvrir les différents métiers de la police, assister à des démonstrations en direct, suivre des ateliers interactifs de sensibilisation et d'information, notamment sur la contrefaçon des billets de banque, la cybercriminalité ou encore le fameux portrait robot. La 3e édition des Journées Portes Ouvertes de la Direction Générale de la Sûreté Nationale a débuté ce mercredi à Tanger. C'est un reportage de Sdern Zinaïr Farid Reitou. Le commentaire est de Mamadou Diaye. Mieux informer le public sur les efforts de modernisation mis en place afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, c'est tout le sens de ces journées portes ouvertes. L'initiative vise un rapprochement entre l'institution et le citoyen. Cette 3e édition s'inscrit naturellement dans le cadre de la politique d'ouverture de la Direction Générale de la Sûreté Nationale dans sa communication. C'est un échange avec les citoyens en général par le biais de ces journées consacrées aux diverses tâches confiées à des unités et à des formations de sécurité. C'est aussi l'occasion de mettre l'accent sur des équipements techniques et logistiques perfectionnés pour répondre aux besoins de sécurité des citoyens. Techniques d'intervention des différentes unités mobiles, protection rapprochée, opérations de gestion de crise, autant de démonstrations y sont initiées tout au long de ces journées, lesquelles permettent également aux visiteurs de découvrir les différents corps de métier de la police nationale, le tout dans un site minutieusement aménagé.
La photographie adoptée permet aux visiteurs de déambuler dans les différents stands thématiques de façon flexible et non monotone, tout en permettant et assurant un enchaînement logique et cohérent entre les espaces. Les 16 stands aménagés permettent aux visiteurs une meilleure connaissance des différentes missions de la Direction de la Sûreté nationale en sa qualité de service public et la sensibilisation sur des thèmes tels que la cybercriminalité, la fraude documentaire, entre autres. La mer continue de rejeter les corps des victimes du drame survenu samedi dernier suite au naufrage d'une embarcation pneumatique au large de la côte de Mohammedia. 2 nouveaux corps ont été repêchés ce matin à 10h30 à la plage Shehdiya de Ain Seba, ce qui porte le bilan à 15 morts. Les victimes, comme la plupart des jeunes qui se trouvaient à bord de cette embarcation de fortune, étaient originaires de la région de Qal'at Srarna, plus exactement de la commune rurale de Ouled Sharqi. Selon les témoignages des 3 survivants de cette tragédie, entre 40 et 50 candidats à l'émigration clandestine se trouvaient à bord du Zodiac. Les recherches se poursuivent afin de retrouver d'éventuelles autres personnes portées disparues. 7 suspects ont été arrêtés. Nous ouvrons la page internationale avec le Mali où 25 militaires ont été tués lors d'affrontements entre l'armée et de présumés djihadistes. Ces derniers ont brièvement occupé des positions de l'armée malienne. 60 autres militaires seraient toujours portés disparus. Il s'agit d'un des coups les plus durs qu'essuie l'armée malienne depuis plusieurs mois, mais aussi par la force des pays du G5 Sahel, dont relève l'un des bataillons maliens qui a été attaqué. Les électeurs tunisiens iront aux urnes le 13 octobre. Le second tour du scrutin entre Kais Saïed et Nabil Karoui ne sera pas repoussé. L'instance électorale a confirmé la tenue de ce scrutin qui va se tenir dans un contexte inédit. La justice tunisienne a rejeté hier une nouvelle demande de libération de l'homme d'affaires Nabil Karoui, accusé notamment de blanchiment d'argent. Le point avec Mamadou Diaye. Le chemin de la liberté paraît encore long pour le candidat du second tour de la présidentielle tunisienne. Nabil Karoui doit rester en détention suite à un nouveau rejet de la demande de libération par la Cour d'appel de Tunis. Une décision non justifiée, selon ses avocats. Nous trouvons étrange la décision d'aujourd'hui. Malgré notre respect de la magistrature, nous ne trouvons aucune justification pour rejeter les appels interjetés par Karoui, d'autant plus que le juge d'instruction a décidé que l'affaire concernant la libération de Karoui ne relève pas de sa jurisprudence. Accusé de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, Nabil Karoui a été arrêté le 23 août dernier. Une arrestation perçue par ses partisans comme une manœuvre politique pour l'écarter de la course à la présidentielle. Politiquement, nous pensons que c'est une catastrophe pour la Tunisie, une catastrophe pour le processus démocratique. La demande de libération de Karoui est populaire. Nabil Karoui est un prisonnier politique. Son emprisonnement est une décision politique. Pour sa part, la commission électorale a déclaré que Nabil Karoui pouvait participer au second tour du scrutin du 13 octobre prochain. Un face-à-face qui l'opposera au professeur de droit à la retraite Kais Saïed, sauf en cas de condamnation. Pour parler de la situation en Tunisie, avec moi sur le plateau, notre expert en relations internationales, professeur Khalid Chigraoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces élections vont se tenir dans un contexte fébrile et que le maintien de Nabil Karoui en détention assombrit l'horizon électoral. Effectivement, on est devant une situation inédite d'ailleurs, que ce soit en Tunisie ou de par le monde. Et c'est un vrai casse-tête juridique. Aujourd'hui, on est en train de se lancer la balle entre plusieurs instances. Tout le monde attend que l'instance qui s'occupe des élections, l'ISI, qu'elle tranche. Elle n'a pas tranché du moment qu'elle doit respecter la loi. Et pour elle, les 2 candidats sont dans une situation totalement réglementaire, et puis elle attend aussi que le Conseil constitutionnel tranche dans la question, et surtout les juridictions. Alors les juridictions jusqu'à aujourd'hui plaident l'incompétence, et on attend une situation complètement difficile à gérer par la suite. Surtout que aujourd'hui, principalement les alliés, que ce soit de Karoui ou les alliés de Saïd Kais,
implore quand même et aimerait bien que cette situation change de volet et que Karoui soit libéré. Je pense aussi que dans son fort intérieur, Karoui essaie quand même d'utiliser cette situation. Du moment qu'il a joué quand même sur une certaine victimisation de cette situation au préalable, principalement au premier tour, et bien sûr, il pourra jouer sur cette situation par la suite. S'il ne réussit pas, il pourra toujours plaider la non-régularisation de la situation électorale. Vous avez parlé de l'instance électorale qui ne cache plus ses craintes d'une annulation des résultats par le tribunal administratif, puisque la loi oblige à une égalité des chances entre les candidats. Surtout si le candidat Kais Saïed demande quand même qu'il y ait un regard sur cette situation. Et là, je pense que la chose va se voir plus ou moins et sera plus claire si effectivement le deuxième tour ait lieu et surtout si Karoui réussit les élections. Parce que si Karoui réussit les élections, ça va vraiment être... La question va se poser de manière extrêmement importante. Si on se projette et qu'on imagine que Nabil Karoui remporte ce scrutin, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, il y a plusieurs scénarios. Déjà, je ne pense pas que Kais Saïed va accepter la situation. Alors, pour la juridiction, pour le Conseil constitutionnel, ça va être aussi un autre vrai casse-tête. Du moment que légalement, il a le droit d'être président, sauf s'il est déchu de ses droits civiques, chose qui n'est pas jusqu'à cette situation. S'il est condamné avant la proclamation des résultats, il y aura aussi un autre problème parce qu'il aura toujours le droit d'être président, mais à ce moment-là, il doit prêter serment. Il ne peut prêter serment que devant le Parlement. Pour le prêter serment devant le Parlement, il doit sortir de prison, chose qui n'est pas possible pour l'instant et qui n'est pas d'actualité. Et même si on lui donne ce droit d'aller au Parlement et qu'il prête serment, le grand problème, c'est que l'immunité qui va lui être octroyée n'est pas rétro-réactive. Donc, il sera toujours poursuivi. Donc, en fait, c'est un vrai casse-tête juridique et je ne pense pas que c'est de l'intérêt des Tunisiens ni de l'intérêt des deux candidats de suivre cette situation du moment que le dimanche prochain, il y aura les législatives. Alors là, on va attendre, est-ce que le peuple tunisien va infirmer ou confirmer le dégagisme proclamé par les Tunisiens? Et bien sûr, Karoui, qui a un parti politique, pourra éventuellement bénéficier de ces législatives pour s'imposer, surtout que Saïd, on n'arrive pas encore à déterminer ses penchants politiques et son populisme lié au parti Ennahda aussi. Professeur Khalid Chegraoui, merci pour cet éclairage. Direction à présent Meknès, qui abrite actuellement le Salon national du bois. Plus de 160 exposants participent à cette 4e édition, dont le Sénégal est l'invité d'honneur. En plus des différents stands, des ateliers de formation sont organisés, un programme pour renforcer les compétences des artisans, notamment en matière de gestion et de commerce. C'est un reportage de Sarah Jabri et Driss El-Khoury. Nordil Husseini est un habitué du Salon national du bois. Il y a exposé ses créations dès la première édition. À la tête d'une petite entreprise artisanale, Nordin souhaite conquérir et fidéliser de nouveaux clients. C'est une occasion pour nous d'exposer nos créations, de rencontrer de nouveaux clients et de s'ouvrir sur le marché national et international. Prospecter de nouveaux clients, mais aussi développer et renforcer les compétences professionnelles. Les 160 exposants conviés au salon prennent part également à des ateliers de formation. C'est un plaisir de rencontrer autant de professionnels et d'exposer son savoir-faire. J'espère que ce sera une expérience très enrichissante. Au-delà d'être un espace d'exposition et de commercialisation, le salon ambitionne aussi d'encadrer les artisans. D'ailleurs, nous leur proposons des ateliers en gestion d'entreprise et en e-commerce. Cette année, le savoir-faire sénégalais est à l'honneur. Une convention a été signée entre la Chambre de l'artisanat de Fès-Meknès et le Sénégal pour permettre aux artisans sénégalais de profiter de l'expertise marocaine en matière de production et de commercialisation. L'objet de cette convention, c'est vraiment de développer le partenariat entre les deux parties sur les questions de renforcement de capacité des entreprises artisanales pour qu'ils puissent accéder à la commande publique au Sénégal. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus durant cette 4e édition du Salon national du bois à Meknès, un événement qui avait permis l'année dernière aux exposants de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 16 millions de dirhams.
Nous ouvrons la page culturelle avec la 3e édition du Salon maghrébin du livre d'Oujda. L'événement s'ouvre du 9 au 13 octobre. Cette édition organisée sous la thématique La Transmission prévoit d'accueillir plus de 160 auteurs et 30 éditeurs marocains et internationaux. Le programme de cette édition a été présenté hier lors d'une conférence de presse. Grand adepte du surréalisme et de l'hyperréalisme dans les années 70, Hamid Douyib présente une exposition rétrospective qui retrace son œuvre des années 80 à nos jours, des toiles qui donnent à voir plus qu'elles ne montrent. La recherche picturale de l'artiste ne s'inscrit pas dans le visible, mais dans le lisible, une peinture qu'il qualifie de figurale. C'est un reportage de Amin Haddou, commenté par Samia Halissi. C'est l'Empire des Lumières, un tableau de Magritte, qui a fait aimer la peinture à Hamid Douyib. C'est donc en Belgique, son pays d'adoption, que naît sa vocation d'artiste. D'abord surréaliste dans les années 70, il bifurque vers l'hyperréalisme et le figuratif. Dans ce style, on travaille l'image très poussée, où on rentre dans les techniques très élaborées. À ce sujet, ma vie et mon vécu en Belgique m'a énormément servi. Je fréquentais énormément les musées et j'étais très influencé par les primitifs flamands qui ont des techniques absolument redoutables. Une exposition rétrospective qui résume 40 ans de peinture. Fasciné par les visages, les mains et les corps, il en fait un support. Dans ses toiles, il laisse à tout un chacun la latitude de raconter sa propre histoire, sa vision. Un univers à la fois intime et secret. Hamid Douyib fait preuve d'une peinture qui d'abord hérite du surréalisme, cette aptitude au mystère, c'est-à-dire des tableaux qui montrent une certaine discordance par rapport au monde observable. Hamid Douyib a été pendant très longtemps un adepte convaincu de la figuration critique. Et à partir de là, il s'est forgé son propre style. Une peinture à travers laquelle l'artiste raconte sa vision du monde, tout en rejetant l'approche intellectuelle. Dans ses tableaux, Hamid Douyib imprime toute la force de sa sensibilité et sa fragilité. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. La mer continue de rejeter les corps des victimes du drame survenu samedi dernier suite au naufrage d'une embarcation pneumatique au large de la côte de Mohammedia. 2 nouveaux corps ont été repêchés ce matin à 10h30 à la plage Shahdiya de Ain Seba, ce qui porte le bilan à 15 morts selon les témoignages des 3 survivants de cette tragédie. Entre 40 et 50 candidats à l'émigration clandestine se trouvaient à bord du Zodiac. Les recherches se poursuivent afin de retrouver d'éventuelles autres personnes portées disparues. 7 suspects ont été arrêtés. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Ralfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.